conséquences pour une économie? Bon, moi tout de suite, quand nous avons échangé sur le thème, je vous assure que je me suis retrouvé depuis l'enfance. Aucun Togolais, sinon la majorité des Togolais, sont des agriculteurs. La chose agricole est dans nos gènes, dans nos veines. Si vous vous rappelez, nous avons fait certainement les mêmes époques de classe. Nous avons même des cours intitulés l'agriculture. Effectivement. Pour certains Togolais, l'agriculture est une activité de fait. En tout cas, chez moi, j'ai grandi avec une mère fonctionnaire qui, pour la plupart du temps, après la garde dans l'hôpital, se retrouvait au champ. Donc l'agriculture, c'est le quotidien du Togolais. L'agriculture, c'est le moteur de vie du Togolais. Sinon, l'agriculture est inscrite dans nos gènes, dans notre ADN. Et en appelant l'agriculture dans la chose économique, c'est comme parler de Jésus aux Juifs. Hein, c'est comme parler de Jérusalem aux chrétiens. Nous devons prendre la meilleure approche pour l'apprécier et repositionner l'agriculture à sa juste valeur. Parce que, ma foi, l'agriculture est plus ou moins bafouée. Voilà. Maintenant, lorsque une économie se fonde sur uniquement l'agriculture, est-ce que là, on ne risque pas d'aller et être toujours à une étape stationnaire, ou bien lorsque cette agriculture dépend du climat, des aléas climatiques? Aujourd'hui, on parle des changements climatiques. Une économie qui se fonde sa vie sur l'agriculture, là, on peut s'attendre à des conséquences désastreuses lorsque le climat ne répond pas. Peut-être. Mais ma foi, nous n'avons pas encore commencé par faire de l'agriculture au Togo. Voilà. Dans les années 75, je crois que c'était à l'époque du président Yadema, il y avait la révolution verte, la révolution agricole. Mais on n'en a pas fait grand-chose. Ça a été beaucoup plus des annonces politiques plutôt que des annonces concrètes. Il y a eu des écrans de fumée, il y a eu en tout cas des ébauches de mise en place de politiques agricoles, mais qui n'ont pas fait long feu, soit par manque de technicité ou par manque de ténacité dans la mise en œuvre des politiques et des stratégies. Récemment, on a vu le Togo aussi très ambitieux, les nouvelles orientations politiques avec de grandes ambitions sur l'agriculture. Mais la marche reste à faire. Donc, les questions de défis écologiques, les questions de défis climatiques ne sont pas encore abordables. Il faudrait que nous fassions de l'agriculture un métier. Nous fassions de l'agriculture une chose au service de l'homme et de l'humanité avant d'aborder les grands défis que les Occidentaux aujourd'hui sont en train de traiter, l'écologie, le climat. Alors, l'agriculture togolaise, c'est quoi? Toute chose étant égale par ailleurs. L'agriculture participe à 40% de notre PIB. C'est-à-dire que la richesse du Togo est faite par 40% de l'agriculture. Or, l'agriculture n'est pas encore faite, n'a pas encore commencé concrètement. Imaginons si l'agriculture avait commencé, ce que devait être sa richesse dans le PIB et ce que devait être la richesse elle-même. L'agriculture occupe, selon toutes les statistiques internationales, 65% de la force active, des gens qui travaillent. Nous sommes autour de 8 millions. 65% de 8 millions, on est la force active, on est autour de 4 millions de travailleurs. Donc 65% de ceux qui travaillent, on est autour de 2 millions 500. 2 millions 500 de Togolais se consacrent à l'agriculture, avec les moyens rudimentaires, sans financement, sans localisation, ou du moins embryonnaire et éphémère. Voilà. Imaginons si la gouvernance, la politique remet au cœur de ces défis, de ces problèmes, l'agriculture, comme c'est annoncé. Dans 10 ans, là où sera le Togo. C'est ce à quoi nous devons aller. En faisant de l'agriculture un métier. Comme je vous l'ai dit, moi, ma mère était accoucheuse auxiliaire d'État. Quand il finit sa garde, nous nous retrouvons tous au champ. Les week-ends, c'est systématique. L'agriculture familiale. L'agriculture familiale. Et donc, c'est ce qui lui permettait de supporter son panier de la ménagère. Alors, imaginons que cette dame avait été sensibilisée suffisamment sur les bienfaits de l'agriculture qu'elle connaît, mais la productivité agricole
et qu'on lui donnait les moyens nécessaires pour challenger l'agriculture telle qu'elle le faisait, peut-être qu'elle aurait fait 20 ans ou 25 ans de carrière en tant qu'accoucheuse, mais qu'elle se consacrerait beaucoup plus à l'agriculture et elle contribuerait mieux à l'économie nationale, nous supporterait mieux, donc nous pourvoirait mieux de ressources pour que nous fassions les meilleures écoles, les grandes écoles, et peut-être que le monde que vous verrez aujourd'hui serait un agrégé ou serait un grand industriel ou en tout cas quelqu'un de mieux aujourd'hui. Voilà un exemple terre à terre. Et moi qui vous parle, chaque week-end je vais au champ. Mais je vais au champ, je m'occupe de quelques têtes de poussins que j'ai à la ferme, je m'occupe d'un demi-hectare. Imaginez que je sois accompagné suffisamment par des techniciens, puisque je ne suis pas agronome de formation, que je sois accompagné par une institution financière, que ce soit de la microfinance, de la monofinance ou une banque commerciale, et que je puisse emblaver 100 hectares, parce que j'ai les capacités managériales de conduire une exploitation de 100 hectares, et que je puisse déployer sur le terrain 200 têtes de vaches, 500 ruches, mais mon frère, je contribue mieux à l'économie nationale, j'emploierai un bon nombre de citoyens, de concitoyens, parce qu'il faut des gens pour travailler, et je serai un meilleur gestionnaire que je revendique aujourd'hui. Voilà, vous l'avez dit, et la politique ne suit pas. On fait des annonces, mais sur le terrain, et là, on n'a pas encore entamé réellement la mise en œuvre, l'emblavement de nos terres et faire réellement de l'agriculture aujourd'hui. Bien que cette agriculture a contribué à 40% de la production du produit intérieur brut. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces filières qui font qu'aujourd'hui cette agriculture occupe une place de choix dans notre économie? Bon, je crois quand même que nous pouvons féliciter les gouvernants d'aujourd'hui. Le gouvernement, avec à sa tête le premier citoyen du Togo, ils font des efforts. On sent de l'ambition, on sent de la volonté de bien faire. Maintenant, il faut lancer le moteur avec le bon fuel. Alors, quelles sont les filières qui contribuent au rayonnement actuellement de l'agriculture? Il en va sans doute que nous avons appris, quand nous étions plus jeunes, que notre agriculture avait deux branches. L'agriculture de rente, les produits de rente, et puis les produits vivriers. Donc, il y a l'agriculture, les productions de rente, le café, le cacao, le coton, qui ont eu des moments, qui ont eu du plomb dans l'aile à un moment donné, mais qui sont en train d'être relancés, remobilisés. On a vu le secteur du coton être revalorisé. La grande filière cotonnière a aujourd'hui des capitaux privés. C'est une bonne chose. Il faut encore pousser. Mais il faut que le coton connaisse des niveaux de transformation sur le plan local. On a le café, le cacao, togolais, bien prisé, de bonne qualité. Mais tout ce café, ce cacao, part de façon brute. Il faudrait qu'on commence par le domestiquer, par la transformation, davantage. À côté de ces filières, nous avons la production céréalière, qu'on connaît du Togo, mais la production qui va permettre au Togo de se lancer, ou qui commence par donner un nom au Togo, c'est la filière des fruits et légumes biologiques, la production bio. Le Togo est aujourd'hui en Afrique de l'Ouest l'un des teneurs de la production biologique. C'est une bonne chose, donc c'est un levier pour le pousser. Donc le Togo aujourd'hui est un bon petit champion sur la production biologique, notamment sur ce qui est du soja, ce qui est des fruits et légumes comme l'ananas, la tomate, les légumes feuilles et les légumes fruits, piment et consorts. Donc c'est un bon créneau pour positionner le Togo sur un plan compétitif à l'international. À côté de ça, nous avons les produits prisés par l'Occident comme le karité, comme la noix de cajou et comme le sésame. Voilà des filières traditionnelles au Togo qui ont une grande valeur ajoutée en termes de productivité
qui vont propulser le Togo de demain en matière agricole. Parlons de la filière de la noix de cajou. Aujourd'hui, est-ce que réellement on peut dire que cette filière est véritablement valorisée? Est-ce qu'elle renferme vraiment une population importante? Est-ce que le financement réservé dans le secteur sont importants? Non. Alors, comme je l'ai dit tantôt, au Togo, on peut dire que nous avons dépassé le niveau embryonnaire et on veut amorcer le décollage. Mais c'est vraiment encore pas la politique sectorielle par filière. La filière cajou mérite d'être boostée à 200%. Parce que c'est une question de volonté et d'incitation de la population active de s'intéresser à une filière. En mettant en place des mécanismes incitatifs pour attirer le maximum de personnes, surtout ceux qui se trouvent dans les zones opportunes de production de cette denrée, et des outils de les retenir dans ce secteur et surtout de les faire prospérer, de les faire rayonner. Il y a un bon début. On a quelques unités de transformation qui sont mises en place. On a une organisation fêtière qui est mise en place. Maintenant, il faut donner les moyens et surtout l'envie de rester, de s'y maintenir et de faire de l'argent. L'autre filière, c'est la filière soya. Oui. Une filière également qui renferme une frange importante de la population, surtout en l'occurrence les femmes. Oui. Je sais que vous vous intéressez à cette filière. Comment se comporte-t-elle aujourd'hui lorsqu'on sait que sur le marché international, il faut avoir du soya de qualité pour pouvoir l'exporter. Donc je voudrais faire un clin d'œil à la fédération, à la fêtière nationale de la filière soja, qui a un dynamisme prononcé. Et je connais très bien le président, qu'il faut féliciter d'ailleurs. Donc je lui fais un coucou au passage et dire que le soja lui-même est un produit miracle. Parce que le soja répond à une multitude de besoins. Le soja va rentrer dans l'alimentation humaine, avec du lait, du fromage et de l'huile, les produits phares, mais surtout dans l'alimentation animale. Le soja, des fois, quand on veut parler de l'alimentation animale, le soja vient un champion. Il vient soit en première ou en deuxième place. En termes d'apport de protéines, de lipides, c'est le soja qui vient suppléer et renforcer tout ce qu'on appelle la provende et tout ça. Alors, sur le plan international, le marché du soja est très dynamique. Et c'est le marché qui définit le prix sorti le plus sorti en FOB. C'est-à-dire quand on veut mettre le produit soja sur un bateau. C'est le marché international qui le dicte. Mais le challenge pour le Togo, c'est de maîtriser tout le processus avant l'export. C'est pourquoi il faudrait une meilleure organisation des producteurs pour que depuis la semence qui est mise en terre jusqu'au produit qui est récolté pour être mis en sac, envoyé à un transformateur local ou envoyé à l'exportation sur un bateau, il faudrait qu'on maîtrise sur toute cette chaîne. C'est en ce moment qu'on va optimiser et valoriser le coût réel et donc permettre à tous ceux qui travaillent dans la chaîne de se sentir à l'aise et de gagner de l'argent. C'est une question d'organisation. Donc depuis le maillon semence, production de la graine, tous ceux qui travaillent le champ, saclage, binage, récolte, puis ceux qui achètent les premières récoltes, les agriculteurs, ceux qui transportent la marchandise avec les bonnes pratiques de transport, la qualité de l'assachage, et maintenant ceux qui exploitent la graine produite dans une usine ou manuellement pour faire du soja, on appelle soja wagash dans notre dialecte ici au Togo, ou bien pour extraire de l'huile et avoir du tourteau sur le plan national, ou bien ceux qui le mettent sur un bateau pour aller le vendre en Europe, en Asie ou en Amérique. C'est comme ça qu'il faut organiser les choses pour que chacun, à son niveau, dans son maillon, se sente intéressé, gagne de l'argent et entretient donc la filière. Pour pouvoir exporter, pour pouvoir avoir du soja de qualité ou bien un produit agricole
de qualité sur le marché, il faut avoir une certification. Comment se fait la certification de ces produits? Nous allons marquer une pause pour écouter des spécialistes. Bon, la certification, comme on le dit, c'est quelqu'un, une tierce personne qui ne fait pas partie de votre projet ou de votre activité, vient certifier, donc dire que ce que vous faites est conforme à quelque chose. Donc, qui parle de la certification dit qu'il y a une réglementation ou une norme à respecter. Donc, la tierce personne, souvent, c'est des organismes, on appelle ça des organismes de sociétés certificateurs, donc qui ont une accréditation qui vient se baser sur certaines exigences d'une norme ou d'une réglementation donnée pour dire que voilà, votre société ou votre projet est conforme à tel nombre. Comme on est dans l'agriculture, donc l'agriculture est régie aussi par des normes. Et donc, ici, on parle de l'agriculture biologique, donc il y a des réglementations qui vont de... Il y a plusieurs types de réglementations. Donc, il y a les organismes de certification tels que EcoCert, Certisis, ils sont pleins. Donc, chacun a un procédé qu'il suit pour certifier ses clients. Au Togo, on n'a pas, pour l'instant, de façon claire, une norme certifiable. Donc, c'est à l'international qu'on certifie. Donc, je vous ai parlé ici d'EcoCert, Certisis, Biosis, etc. C'est maintenant Anabia en train de mettre en place une norme qui puisse certifier. Maintenant, toute société engagée dans la production biologique s'adresse à ces organismes de certification qui ont une accréditation pour les certifier. Donc, tout part d'une notification à l'organisme que voilà, je fais telle activité et je voudrais que vous veniez observer, voir si je suis conforme à vos exigences, à la réglementation donc, de production biologique. Donc, la notification est envoyée à l'organisme. L'organisme voit ce que vous faites, il vous envoie leur facture. Il vous envoie aussi certains formulaires à remplir pour les décrire votre activité. Donc, ils observent ça. Et maintenant, si c'est bien, ils viennent maintenant sur le terrain. Donc, c'est la deuxième étape pour vérifier si effectivement votre activité est conforme à leurs exigences. En fait, ça veut dire conforme à ce que vous avez vous-même décrit que vous faisiez. Puisque d'abord, une documentation leur a été envoyée avant qu'ils ne viennent. Donc, ils ont fouillé de fin en comble cette documentation par rapport à la réglementation qu'ils ont à leur niveau. Vous aussi, vous disposez de la réglementation. Donc, une fois que c'est clair, donc si déjà dans vos documentations, il y a des couacs, ils vous renvoient à corriger. Maintenant, la documentation doit être bien propre et ils viennent maintenant pour vérifier sur le terrain si la documentation et ce que vous faites effectivement sur le terrain est conforme. Si c'est conforme maintenant, on vous donne la certification. Donc, on juge que le processus de certification est conforme. On n'a pas de non-conformité majeure constatée. Donc, on peut vous délivrer le certificat qui est valable durant une période donnée. Voilà, le Togo s'est inscrit dans ce processus pour pouvoir avoir des produits de qualité et exporter. Mais la plupart des paysans, des producteurs ont cette difficulté. Comment avoir des semences de qualité? Comment produire qualité? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a des techniciens sur le marché, mais est-ce que les producteurs ont cette capacité de s'offrir leurs services? Bien, la question de la qualité est au cœur de l'agriculture d'aujourd'hui, l'agriculture moderne. Voilà. Et comme l'a dit le spécialiste, il y a plusieurs niveaux de certification, en tout cas plusieurs niveaux d'appréciation de la qualité. En passant par la certification, mais un peu plus loin, à certains niveaux, il faut évoquer d'autres niveaux de qualité, tels que les bonnes pratiques d'achat, les bonnes pratiques de transport, les bonnes pratiques de stockage, les normes HACCP, les normes ISO, et j'en passe. Mais, comme le Togo s'est engagé dans le label qualité, tous les produits agricoles devraient avoir la certification locale, certification togolaise, certification disant que le produit
respectent les normes édictées dans la filière et sur le plan national. Nous devons tendre cette démarche-là à toutes les filières. Avant de faire appel aux institutions de certification, il faudrait que l'agriculteur lui-même s'approprie la démarche qualité. Voilà. En choisissant quel est son positionnement agricole. Est-ce que je fais de l'agriculture conventionnelle, par exemple, ou bien je fais de l'agriculture biologique? Si je fais de l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire que je fais appel aux engrais conventionnels, comment je le fais pour pouvoir décrire sa graine finale? Ma graine que j'ai aujourd'hui, je l'ai achetée chez tel fournisseur de semences. Lui, il a mis en place la semence là dans telles conditions. Quand j'ai acheté la semence chez lui, mon champ était de tel niveau de qualité en termes de fertilité de sol. J'y ai apporté un NPK, telle dose et telle dose et telle dose. Voici la quantité d'eau qui a arrosé mon sol. Mon produit, je l'ai récolté à 3 mois. Il était mature, il était encore vert, il n'était pas du tout... Voilà. Il faudrait que l'agriculteur arrive à décrire tout ça. C'est ça qui rentre dans la démarche de la qualité. Il ne faudrait pas sortir le maïs comme à l'époque de ma mère. Le maïs, on parlait de 5 mois, 4 mois, 3 mois. J'ai planté le maïs de 3 mois. J'attends 3 mois pour aller récolter mon maïs de 3 mois. On a dépassé cette étape-là. Il faudrait qu'on arrive à qualifier quelles graines on a mises en place et quelles graines on est en train de vendre. Maintenant qu'on est en train de vendre, qu'on a quitté le niveau primaire, le niveau de la production, on va passer à un autre niveau. Le niveau du transport, de la distribution. Il y a aussi une démarche qualité à respecter, selon la nature de la graine. Il y a des graines qu'il ne faut pas transporter dans du plastique. Il faut le mettre dans du plastique, peut-être dans un produit qui gère l'humidité. N'est-ce pas? Soit dans un sac de jute, par exemple. Ou bien qu'il ne faut pas le transformer, il ne faut pas laisser de l'eau l'arroser. Il faudrait le protéger dans une coque. Donc les bonnes pratiques de distribution, les bonnes pratiques de transport. Puis après, la graine va arriver chez celui qui le transforme. Lui aussi doit mettre en place une démarche de qualité en disant que j'ai accueilli une graine venant de tel producteur ou de telle région du Togo. Je suis en train de transformer la graine, par exemple c'était le soja, en huile. Voici comment est-ce que l'huile est fabriquée chez moi. Et pouvoir décrire son produit comme tel. En ce moment, les produits vont commencer par compétir avec les autres produits qui coexistent sur le marché local et à l'international. Et après cela, on peut maintenant appeler les institutions de certification pour venir dire oui, ce que le producteur dit qu'il a fait, il a bien fait. On lui donne le label Made in Togo, le label bio, le label ISO ou le label HACCP, ainsi de suite, ainsi de suite. D'abord, c'est une question de comportement, une question de positionnement. Il faudrait qu'on amène les agriculteurs à aimer la chose, à comprendre la chose, à l'épouser et à le mettre en pratique. Des fois, on le fait de façon intuitive, mais il faudra maintenant le formaliser. Formaliser, ça dit que le mettre sur le plan de noir. Voilà. Oui, on l'a dit, sont 5%, plus de 5% de la population active dans le secteur agricole. Et lorsque plonge notre regard sur ce secteur, sur ces acteurs, c'est la couche la plus vulnérable. Oui. On s'intéresse à l'agriculture, mais on n'arrive pas à vivre de cette agriculture. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette situation au Togo? Bien. Je crois que la question, elle est fondamentale. Je la trouve même un peu philosophique. Parce que de toute notre existence, en tout cas la mienne, on a toujours parlé de l'agriculture. On ne peut pas faire une semaine sans entendre le mot agricole. Ou sans être en contact avec la chose agricole, ne serait-ce que pour la nourriture qu'on mange. Mais, et comme vous le dites, ceux qui œuvrent dans ce secteur, dans ce domaine, sont les laissés pour compte. On y va à l'agriculture, on va à l'agriculture par dépit, parce qu'on n'a pas trouvé du travail. Comme on dit, on n'a pas trouvé le travail du blanc. On n'est pas fonctionnaire, on n'est pas salarié. Alors on retourne à l'agriculture. C'est le premier niveau de problème, la perception du métier de l'agriculture. Il faudrait qu'on fasse de l'agriculture et de l'agriculteur un métier. Il faudrait qu'on fasse évoluer les mentalités. Les mentalités autour de l'agriculture sont restées archaïques. On pense que l'agriculture, c'est celui qui tient la daba pour tourner la terre.
C'est celui qui est pour. C'est celui qui est celui qui est dans le haillon, celui qui porte le pantalon déchiré. Voilà. Moi, je me dis que je suis un agriculteur, je suis fier d'être agriculteur. Et si je vous amène dans mon petit champ, qui fait à peine 1 hectare, vous serez émerveillé, vous aurez envie de venir travailler avec moi. Il faudrait qu'on arrive à ce niveau-là. Donc le problème, c'est que sur le plan national, il faudrait qu'on démystifie la question de l'agriculture, la question du métier de l'agriculture, en incitant ceux qui travaillent de se valoriser eux-mêmes, de quitter les questions de rayon, de quitter les questions de pantalon déchiré, de quitter la daba. Mais s'ils quittent les rayons et la daba, il faudrait leur donner les outils de remplacement. Il faudrait leur donner la veste, il faudrait leur donner le tracteur, et le motoculteur, la bineuse, la batteuse, la moissonneuse. C'est en ce moment qu'on se heurte à la grosse difficulté de l'agriculture. L'absence d'accompagnement des financements. Vous savez, jusqu'en 2019, au Togo, quand on prend le secteur financier, tout l'argent que les banques, les microfinances octroient aux gens, quand on veut isoler ce que les banques, les microfinances, les usurés, tous ceux qui travaillent de l'argent là, ceux qui donnent à l'agriculture, ça ne représente que 2%. Au Togo. Mais pourquoi est-ce que les banques, les institutions de microfinance sont frileuses? Parce que justement, la même mentalité qu'on a décrite sur le plan macro se retrouve dans leur mentalité. Les banques et les microfinances ne connaissent pas, ont une mauvaise perception du métier de l'agriculture. Ou bien c'est le risque. La question, comme l'agriculture indépendante de la question du risque, personnellement, pour avoir fait une école de gestion, de management et pour avoir lu la finance, la question du risque est un faux fuyant. Parce que le métier de la banque, c'est de gérer les risques. Le métier du banquier à la base, c'est la gestion du risque. Donc on ne peut pas targuer l'agriculture d'être hautement risquée. Ce n'est pas possible. Puisque l'agriculture, ce n'est pas seulement la semis de graines et la récolte de la graine. Il faut aller au-delà de cela. Les banques ont jadis prospéré dans le secteur du commerce, dans le secteur de la grande industrie, parce que les flux financiers sont élevés, au détriment de la pauvre agriculture. Donc les banques ont trouvé l'argument phare pour vendre au commun du mortel que l'agriculture est hautement risquée. C'est un faux fuyant. Et moi, je défie les banquiers à me dire le contraire. Mais si l'agriculture est hautement risquée et que le banquier est un vendeur d'argent, l'argent est dans son propre essence hautement risqué. L'argent comporte en lui-même le germe du risque. Comment est-ce que les banquiers, depuis ces décennies, ne peuvent pas designer, tailler, créer des produits appropriés à l'agriculture pour permettre à notre agriculture, qui est vieille de 200 ans maintenant, parce que nous cultivions avant l'arrivée de Natinga au Togo. Voilà. Natinga est venu, ils nous ont amené d'autres produits agricoles. Et nous sommes là aujourd'hui à oublier complètement les comportements ancestraux, n'est-ce pas, pour faire face à la conjoncture internationale, en tout cas au défi international. Où est la place de la banque? Où est la place du système financier dans ce changement? Mais les banquiers ils se vautrent dans leur zone de confort pour financer ce qui est facilement recouvrable. Si on est au service de l'humanité, il faut qu'on mette en place les outils pour être au service de l'humanité. Donc, les banquiers doivent aujourd'hui changer de paradigme pour designer, pour tailler des produits appropriés à l'agriculture, selon les maillons. Parce que l'agriculture n'a pas été perçue comme un gros panier. L'agriculture aujourd'hui, c'est des petits paniers jolis, facilement malléables, facilement appréhendables, qu'il faut adresser. Donc il faut adresser l'agriculture de façon spécifique, par maillon. Le maillon de la semence, le maillon du travail de la terre, le maillon de l'entretien mécanique, le maillon de la mécanique elle-même, la mécanisation, les outils, les engins, le maillon du transport, le maillon de la petite transformation, c'est toute une chaîne. Le maillon de la grande transformation, le maillon de l'export, le maillon de la marque, le branding, la territorialité. Tout ça, ça rentre dans l'agriculture. Ce n'est pas une question de paysan qui ne sait pas lire et écrire et qui tient d'abord par la main gauche et la manche par la main droite. Ça, c'est dépassé il y a longtemps. Il faudrait que les banquiers perçoivent des gens comme moi étant de potentiel agricole. Est-ce que moi, je ne suis pas bancable? Je ne suis pas bancarisé. Je suis bancarisé, j'ai des comptes bancaires.
Ça veut dire que je suis appelé, je suis à même à solliciter de l'argent de la banque pour pouvoir financer les activités agricoles. Mais justement par rapport à ça, l'autorité a senti que les agriculteurs avaient besoin de financement, des mécanismes ont été mis en place, mais les paysans font toujours face à ce problème d'accès au financement. Bon, mais cher ami Célestin, si vous étiez peintre, vous étiez artiste peintre, vous ferez de très beaux tableaux. Parce que les questions que vous posez, moi je les vois comme des œuvres d'art. Vous savez décrire la réalité togolaise et peut-être la réalité internationale. Ça, je vous en félicite. Alors, c'est le fossé entre la parole politique et puis la réalité. Les gouvernants de nos pays sont des génies, ils réfléchissent très bien. Ce qui est une bonne chose, ce qu'il faut encourager. Mais quand on a fini de réfléchir, qu'on a annoncé, il faut mettre en place les outils, c'est-à-dire les hommes et l'argent pour faire ce qu'on a dit. Bien. Dans le cas du Togo, surtout sur la question de l'agriculture, on a commencé depuis il y a 15 ans avec des grands projets. Padat, Baza, Niaza, PPAO. C'est bon. PNPR. Mais la question c'est adressé à qui? Comme on voit, le monde est organisé en pyramide. Au haut de la pyramide, il y a quelques personnes très intelligentes, très smart, qui ont accès très tôt à la chose. Et puis il y a le milieu. Des gens un peu dégourdis, qui ont de l'ambition, qui peuvent bousculer un peu le cours, qui aussi prennent les miettes qui tombent. Puis il y a ceux qui sont en bas, qui ne voient rien, qui n'ont pas l'information, qui sont à 1000 km, qui sont à 700 km, qui sont à Konfada, qui sont à Djarkmanga, qui sont à Sumbu, qui sont à Bouladé, qui sont à Wangalo, qui ne comprennent rien, qui ne voient rien. C'est comme ça le monde est fait. Alors, quand on est soucieux de toute cette pyramide et qu'on est haut du sommet, il faut tout faire pour créer des passerelles. Pour que, quand on a décidé quelque chose en haut, qu'on trouve un petit tuyau là qui envoie l'information et la donne en bas. Pour que ceux qui sont en bas, ceux qui sont concernés, ceux qui sont plus nombreux, qu'ils aient l'information et qu'ils aient les outils pour le faire. C'est ce qu'il faut au Togo. Le NIFAI a été créé très bien, un outil que je connais d'ailleurs, pour avoir beaucoup lu et participé avec les grands de ce pays qui ont taillé ce produit. Bon, on a fini la phase de test. Il faut passer à la phase d'opérationnalisation. C'est-à-dire qu'il faut aller réunir tous les agriculteurs des localités que j'ai citées et tant d'autres. S'asseoir avec eux, comprendre leur langue, leur langage, leur code, leur manière de faire et leur expliquer la chose. En ce moment, le paysan, l'agriculteur, le promoteur local, le jeune qui veut entreprendre au niveau rural et dans la question de l'agriculture se sent intéressé, impliqué. Et il va s'adresser aux produits. Sinon, si on ne fait pas ça, on reste sur les annonces politiques, les écrans de fumée. Ça reste comme ça, c'est 4-5 personnes qui ont compris tout de suite, qui vont tout manger, et puis il n'y a plus rien pour la personne. Et ça, on ne va pas accuser le numéro 1. Lui, il réfléchit, il propose, il met en place un gouvernement, ils sont à peine 30 personnes qui décident pour l'ensemble. Maintenant, ceux qu'on met en place, les fonctionnaires qui y travaillent, c'est à eux de pousser, de se battre, parce que le travail qui est adressé au public, on appelle ça le travail d'utilité publique, c'est une question de sacerdoce. C'est une question, c'est comme les prêtres ou les militaires. Le prêtre, quand il est dans une localité, il peut faire 10 km à pied pour aller dire la messe. C'est ce qu'il faut faire. Il faut quitter la capitale, les régions, les grandes villes, Kara, Sokode, Atapame, quitter là-bas, quitter les grandes préfectures, les chefs de préfecture, pour aller dans les hameaux, les villages et tout ça. Et puis, il faudrait que les produits qu'on propose soient adaptés à toutes ces localités. La manière de cultiver à Dapao n'est pas la même qu'à Pomé ou qu'à Dalamé, dans les Ions. Chez moi, chez ma mère à Konfara, et à Koukoufani ou à Djarfani, la manière dont nous cultivons n'a rien à voir avec ce que j'ai vu faire à Aképé. Aképé dans la V, c'est des techniques différentes. Le sol ne répond pas de la même manière. Donc, quand on va vers ces populations, il faudrait adapter la chose. Ce qui veut dire que les mécanismes d'appui et de financement aussi sont taillés par rapport aux besoins et aux réalités
de la cible. Justement, le paysan aussi est appelé à aller à l'information. Maintenant, pour permettre à cette couche, l'autorité a cette volonté de permettre l'accès au financement. Et comment, quel mécanisme pour permettre justement au groupement, aux paysans d'avoir la vraie information et surtout bénéficier des financements, parce que lorsque nous traversons, il y a de bonne volonté, il y a le financement dans le cadre du PNPR, il y a le MIFA qui est de l'autre côté, il y avait le fonds communautaire de l'autre côté également, mais bizarrement, le paysan traîne, les projets finissent, le paysan traîne avec quelques sacs de PK et plus de l'urée. Je vous ai dit que quand vous parlez, je vois un peintre, un artiste. Je vais vous donner un autre tableau. Vous avez vu comment les églises, ou l'église et l'islam ont conquis le monde? L'église a quitté Rome pour venir chez moi à Sim, pour évangéliser mes parents, pour leur dire que vous ne connaissez pas bien Dieu. Quitter Rome, atterrir quelque part au port de Lomé, prendre une route qui n'existe pas à l'époque, traverser la forêt, les rameaux, peut-être un cheval, je ne sais pas comment, pour arriver à Sim, pour dire à mes arrière-parents qu'ils ne connaissent pas bien Dieu. C'est comme ça l'église est venue autour. L'islam a quitté le Moyen-Orient, n'entrant par le nord, peut-être passant par le Soudan quelque part, pour venir s'installer chez les cousins de Sokodé ou Bafilo. Vous voyez la technique? C'est comme ça, quand on fait quelque chose, il faut se donner les moyens d'y aller. Le MIFA doit aller vers les paysans, avec la même technique que l'église et l'islam. Voilà, je vous donne, je dis les choses avec une certaine gravité pour que nous comprenions qu'il ne s'agit pas d'outils politiques ou d'outils de management public. Il s'agit d'outils d'aide à l'amélioration des conditions de vie, du bien-être des populations. C'est une question d'humanisme. Il faudrait que ces outils, tous ces fonds, tous ces projets, tous ces programmes nationaux qui sont mis en place cessent d'être des activités de bureau et de capital pour descendre sur le terrain. Généralement, c'est quand peut-être le premier patron ou le premier responsable a envie de faire une tournée de suivi d'évaluation, qu'on prend quelques journalistes, ensemble on mobilise des agriculteurs quelque part pour montrer sur la chaîne nationale que voilà, tel programme est en train d'être mis en œuvre, est en train d'être fait. Il faudrait qu'on dépasse ça. Il faudrait qu'on dépasse ça. C'est-à-dire que les outils et les mécanismes doivent parler d'eux-mêmes. Les fonds qui sont mis en place, les programmes qui sont mis en place doivent parler d'eux-mêmes. Et que les premiers gouvernants, l'exécutif, constatent et apprécient. Aujourd'hui, nos collectivités locales qui commencent par vivre, elles doivent jouer leur partition. Elles doivent jouer leur partition dans cette musique. Elles doivent jouer leur partition dans cette musique. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, notre système sociétal est toujours une pyramide. Et les collectivités locales se retrouvent au bon niveau de la pyramide. C'est eux qui doivent tirer toute l'activité agricole de leur zone d'influence en faisant la promotion des cultures prépondérantes de leur territoire, en faisant la promotion des agriculteurs et des acteurs de l'agriculture les plus enclins de leur territoire, en reconnaissant le travail des gens, pour que, quand on convoque une réunion publique, regardez bien ce qui se passe. Les premières chaises de devant sont réservées à qui? Au préfet, au médecin-chef de district, au conseiller de l'éducation, au commissaire de police, que des fonctionnaires. C'est-à-dire que ceux qui sont au service du peuple, eux-là, c'est des fonctionnaires. Ils sont au service du peuple. Pendant ce temps, le promoteur agricole, le paysan qui vient de récolter 5 tonnes de maïs là, et qu'on va venir vendre à tout le monde, qui va permettre de gérer la réception de cette manifestation-là, il est debout loin quelque part, dans son pantalon déchiré. Et il regarde les gens avec aigreur, parce qu'il n'est pas valorisé. C'est ce paradigme qu'il faut changer, pour mettre au premier plan ceux qui nous donnent à manger, ceux qui nourrissent notre chair et nos os. C'est ça, c'est la place de l'agriculture. C'est l'agriculture qui nourrit nos chairs et nos os.
il faudrait que les agriculteurs soient davantage valorisés, que les entrepreneurs soient valorisés. Voilà. C'est comme ça, on va changer la mentalité. Le paradigme dont on parlait, c'est dans le lexique aujourd'hui du commun, un changement de paradigme. Changement de paradigme, c'est dans les faits, dans les actes et du concret. On va entamer notre volet de cette émission. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avons au plateau Moïse Mafambou, consultant en agriculture et spécialiste en création et gestion des entreprises. Votre volet, c'est la vente des produits, Oui. les débouchés. Les débouchés. Oui, le paysan, il fait l'effort de produire, malgré ses ressources limitées, il produit, et difficile pour lui, même en interne, d'écouler ses produits. C'est bien. Alors, je vais aborder le sujet avec beaucoup de calme par rapport à mon appréciation personnelle. Le problème que je constate est inhérent d'abord à l'absence de la métrologie. On n'a pas d'unité de mesure acceptée par tous. Le paysan va au marché avec un bol de maïs, il a un sac ou des sacs de récolte et il utilise un bol pour mesurer la quantité qu'il a amenée. La personne qui est en face de lui pour acheter a aussi un autre instrument. Et d'abord, c'est une question de rapport de pouvoir. Qui a besoin de qui en ce moment? Et puisque le paysan est fatigué de transporter son stock, donc il veut déstocker, il a une position de faiblesse. Donc il cède son unité de mesure au profit de l'unité de mesure de l'acheteur, qui lui est venu dans une position opportuniste, dans une position de spéculateur. Et il va spolier la production de paysans. Ça, c'est le plus haut niveau d'injustice. Donc le paysan, il a transpiré dans son champ, mais il allait vendre avec une piètre pièce de monnaie. Il a bradé et sa production ne lui sert pas à grand chose. Il a voulu prendre une petite bière au marché et de ce coup, tout ce qu'il a vendu est parti déjà dans les caisses de la brasserie du Bénin. Donc, il y a la question de la métrologie qui se pose. Puis, il y a la question de l'organisation de la production. Je pense que mieux on est organisé, plus on est fort. Plus on va ensemble, plus on est fort. Donc, l'organisation de la production agricole par filière, par en fêtière est une très bonne chose. Est-ce qu'il faut encourager sur le plan national et de façon cascadée jusqu'au niveau territorial, par village, par canton. Pour que quand on veut parler du prix du maïs à Guadeloupe, que tous les agriculteurs sachent et soient conscients que pendant cette période-là, le bol ou le kilo du maïs sera vendu à X francs. Donc l'organisation par filière, en fêtière, pour discuter et challenger les prix sur le plan intérieur. C'est à ce prix que chaque acteur va commencer par se retrouver. Et ça va obliger les autres acteurs de la chaîne à mieux s'organiser. Si on part par exemple sur le kilogramme comme unité de mesure conventionnelle, chacun va commencer par réfléchir à acheter la semence au kilo, à récolter au kilo, à vendre au kilo. Et ceux qui achètent les premières récoltes, les commerçants, on les appelle en général les commerçants ou les commerçantes, n'est-ce pas? Et les agrégateurs, en bon jargon, en bonne expression dans le jargon agricole, les agrégateurs aussi vont acheter au kilo. Si les agrégateurs achètent au kilo, eux aussi vont le vendre au kilo aux industriels et peut-être aux exportateurs. On règle le problème de la mesure. Puis, la question de l'organisation. Si les agriculteurs s'organisent par filière, ils décident du prix de vente. Ils vont se confronter à l'organisation des acheteurs, donc des agrégateurs. Ça va se discuter en évaluant les coûts réels. Regardez, cette saison, l'engrais a coûté tant, la semence a coûté tant, la pluie a été rare. J'ai dû acheter 4 camions citernes pour arroser mon champ pendant 2 semaines parce qu'il y avait arrêt de pluie. Voici ce que ça a coûté. Le saclage m'a coûté tant, le binage m'a coûté tant, le gasoil pour le motoculteur était de tant. Donc on sort le coût de production de la marchandise. Et ça se discute. Et on a un prix psychologique acceptable. Voilà comment est-ce qu'on peut commencer par résoudre les questions de marché. Un peu plus loin, on peut aller encore plus loin. Je parlais tout à l'heure de l'implication
des territoires, des municipalités. Supposons nous reconnaissons par exemple le Convier ou bien Tchébébé, c'est des localités togolaises, comme étant les viviers de culture de riz. Mais il y a d'autres localités qui cultivent du riz. Imaginons qu'un petit village au bord du Mono, quelque part vers le Moyen-Mono, Tonou, organise aussi un périmètre risicole et produit un riz hautement de qualité, de haute qualité, je veux dire. Il dit que Hawo, le grand Hawo, le moyen Mono, ou le Hawo, offre un riz de qualité aux Togolais. Ça s'appelle la labellisation. Donner une marque, donner un label à la production. Ainsi, les produits vont commencer par compétir sur le marché. Les produits vont commencer par être identifiables sur le marché. On reconnaîtra le maïs de Dapon du maïs de Kara. On reconnaîtra le riz de Convier du riz de Tchébébé, et ainsi de suite. Comme ça, les productions vont commencer par avoir une place sur le marché. Pour avoir une place sur le marché, il faut avoir un nom et une unité de mesure. Puis ça va aller à l'international. Justement, pour pouvoir avoir une place sur le plan international, quels sont les défis à relever aujourd'hui? Nos commerçants et nos producteurs doivent vendre leurs produits sur le plan international. Oui. Que faut-il? Quels sont les défis de leur... Très bien. Sur le plan international, il n'y a pas de magie. À l'international, quand on quitte le territoire togolais, ce sont les standards. Bon, d'abord, regardons que l'international a deux dimensions. Il y a l'international proche et puis l'international international le plus lointain. L'international proche, c'est le marché du Ghana, le marché du Bénin, le marché du Burkina ou du Niger. Mais à ce niveau, c'est une question de sécurisation de la production, sécurisation de la production intérieure. Pour que des puissants commerçants des pays environnants ne viennent pas spolier ou brader la production togolaise. Donc il faut trouver des mécanismes pour sécuriser les produits qui vont sortir du Togo pour aller à l'international proche. Mais sur l'international lointain, donc les marchés européens, les marchés américains, les marchés chinois et asiatiques, je veux dire, c'est une question de normes. L'acheteur te dira, les acheteurs nous disent, pour importer chez moi, voici les normes que je vous donne. Il faut que le produit ait tel calibrage, le taux de salissure ou d'aspérité dans la production doit être de tel pourcent, et mon produit doit être transporté dans telles conditions, et puis mon prix d'achat se situe entre telle et telle fourchette. Donc, de notre côté, c'est une question de capacité à répondre à cette offre, et aussi de négocier des négociations des prix. Et pour négocier les prix, si l'agriculteur est seul, il ne pourra pas affronter le grand industriel ou le grand importateur en Europe ou en Asie qui veut acheter sa petite production. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une question d'organisation. Meilleure organisation. On a quelques expériences sur les filières de rente, café, cacao, avec l'organisation des producteurs et le coton aussi de ces filières. Il faut les répliquer sur les autres filières pour avoir une force de négociation à l'international et permettre donc que le produit qui quitte depuis Dabaon à pratiquement 700 km de Lomé arrive à Lomé dans de bonnes conditions et quitte le port de Lomé avec la garantie que le producteur de Dabaon va avoir son prix tel que négocié. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. Moïse, en quelques secondes, quel avenir pour l'agriculture togolaise? Un avenir radieux. Moi, je suis très optimiste sur l'agriculture du Togo parce que les premiers responsables se sont appropriés le vocable, les expressions et la cause de l'agriculture. Maintenant, il faudrait que ça quitte le niveau du jeu politique pour aller sur le jeu concret, pour être au service donc, de la population. Donc, l'avenir de l'agriculture est assez optimiste. Le second niveau, c'est la question du financement et de la mécanisation de l'agriculture. Il faudrait que les ministères en charge de l'agriculture, le ministère de l'agriculture, le ministère des Finances, le ministère en charge de l'eau, puissent trouver ensemble, de façon concertée, les vrais outils pour que le paysan, chez lui, puisse bénéficier de tous les outils et mécanismes qui sont designés. La question du changement climatique est d'actualité, donc la maîtrise de l'eau.
qu'est-ce qu'on fait de la maîtrise de l'eau? On n'a pas encore le système de maîtrise d'eau. Hein? Et on a la création des retenues d'eau, la création d'outils de gestion de l'irrigation, les questions de forage, les questions... Franchement, le défi est énorme. Il faudrait qu'on quitte les questions de théorie, donc les annonces, pour les questions pratiques, en mettant au service de l'agriculteur ou de l'agriculture togolaise. Nous disons encore une fois merci à Moïse Mafangou, consultant en agriculture, spécialiste en création et gestion des entreprises en plateau pour parler de ce thème important, l'agriculture togolaise face aux défis de financement et de débouchés. Sujet encore important, on reviendra très bientôt certainement sur certains aspects de ce thème. Moïse, encore une fois, merci. On compte vous retrouver très prochainement. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la chaîne de proximité. À mercredi prochain. Le capoale mais se ne può rivire dire capo mi ma foto ni celibaté mtono bemno la me disabile le bilane analite si pratique europea chama foto cleire tu ma sono tale bilane camaro molto competita sabe che è risha parite e beba comple fine mu fiba ne pito ma tutto chacola valire io le cola nebe maria mi che tu bene nebe maria be en fait lo même seul ya Roma ngene bela bonya to go besarea e tu non me vete ma passe soma ini aso soma boba baso fam tu ne be patri pachale no te ba bone unne ya kofi ya yarene si kwa mabazia obe mamie papa to e panambe na mamie obe mamie si kwa to pata pula bena mamie obe mamie le gene to sinambe na mamie obe mamie mamie obe mamie mamie obe mamie che mi vado a Bologna tutto che invito le ciocire alleluia lo suoi a vedere le ciocire e ben nouveau sur mi on va y aller maratire be yesu ba vous pour nous que ta y voix de dire de bien de quel chèque donc senti panamba bo sembe bon la na mano peut se fantia joyeux be ciocire mi amore très joli je viens gentil son pasteur be vie be photo que ma eri a chanter ciocire se vogne me di via tonga io manolo bene kabanga puti zo veli machanga depuis que bebe ne doit être de la planga